Avec le Trends Invest Challenge gratuit de Trends Tendance, tout le monde peut investir. Investissez 100 000 € virtuels, gagnez 10 000 € bien réels. Participez sur investchallenge.be. Bonjour à tous, bienvenue dans ce Trends Talk. La guerre au Moyen-Orient et le chaos dans le monde provoquent évidemment beaucoup de remous et il y en a un qui ne chôme pas pour le moment parce qu'il est au cœur sans doute d'un des enjeux les plus importants du moment, l'énergie. Je nomme Mathieu Biet, bonjour. Bonjour. Vous êtes ministre fédéral de l'énergie, on peut dire que vous avez choisi la compétence qu'il fallait, vous. On est au cœur de l'actualité. Voilà, et en parlant de cœur de l'actualité, donc effectivement il y a cette guerre au Moyen-Orient dont on ne voit pas toujours précisément vers où elle va aller, si elle va s'étendre, s'arrêter bientôt, enfin tout ça est peu clair. On sait déjà quand même qu'il y aura un impact important. C'est l'Agence internationale de l'énergie qui l'a dit il y a une dizaine de jours. C'est quand même potentiellement un des plus grands chocs énergétiques que l'on ait connu. Est-ce que vous confirmez ? Alors oui, en tout cas on sait que ça va avoir un impact sur les différents vecteurs, que ce soit le gaz, les produits pétroliers de manière générale, que ce soit le diesel, le mazout de chauffage, mais aussi le kérosène, parce qu'on sait qu'il y a un impact aussi dessus, et par effet ricochet peut-être un impact sur l'électricité. Et donc c'est clair que c'est une guerre qui est, comme je dis, protéiforme, parce qu'en fait elle recouvre des dimensions complètement différentes, que ce soit avec les États-Unis, Israël, l'Iran, mais aussi tous les pays, on va dire limitrophes, ou en tout cas voisins de l'Iran. Et donc il y a des impacts, il y a des évolutions, mais je suppose qu'on y reviendra, qui sont quotidiennes, voire presque même plusieurs fois par jour. Et plus une déclaration de Donald Trump qui peut faire monter ou baisser les prix de manière instantanée pratiquement. Donc j'imagine que ça veut dire qu'il faut des scénarios multiples. Il faut une analyse permanente, il faut être très agile. On dépend, alors sur le pétrole par exemple, le prix il est à un indice qui est à l'espèce d'étalon or, on va dire, à l'échelle du monde. Mais par exemple, sur le gaz, il y a un indice asiatique, il y a un indice européen qui n'est pas le même. Le coût au mégawattheure, le prix au mégawattheure n'est pas le même. Et donc, la possibilité pour certains de vendre du gaz est plus intéressante sur les marchés asiatiques et sur les marchés européens. Et donc, c'est un impact qu'on doit avoir et qu'on doit monitorer quotidiennement. Mais oui, il y a les déclarations du président américain qui, par un tweet ou par un post sur son réseau social à lui, peut avoir une influence sur les cours boursiers, peut avoir une influence sur les marchés même de l'énergie ou aussi sur les situations géopolitiques plus localisées. Et donc là, on le sait que c'est une question qu'on doit monitorer. Donc un choc énergétique le plus important, on ne sait même pas, en fait, potentiellement oui, mais ça dépend de plein de choses. Ben oui, il y a une question sur le prix. Je l'ai dit juste avant, avec les prix des produits pétroliers, par exemple. Ça, on le voit déjà un peu. Ils sont en train de flamber. Mais il y a aussi une question de sécurité d'approvisionnement qui s'invite, évidemment, dans les discussions. Ça veut dire qu'il y a des risques de pénurie ? Mais en fait, on anticipe. La situation actuellement, elle est... on ne peut pas dire sûre à 100%, on ne peut jamais dire. Celui qui dit ça, il ne dit pas la vérité. En tout cas, on a une sécurité d'approvisionnement qui n'est pas menacée à ce stade. Mais il faut être clair, la situation se complique. Et elle pourrait se compliquer encore davantage aussi. Si ça dure. Voilà, et avec ce que j'appelle moi un effet détente, ça veut dire qu'aujourd'hui on a le problème, mais même si demain la paix est dans la région, elle est validée dans la région avec tous les États qui sont en cause dans la région, il y aura un effet avec une traînée de poudre comme ça pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et donc c'est ça qu'il faut anticiper aussi, c'est l'effet un peu traînée de poudre comme ça sur plusieurs mois, et donc, je le redis à nouveau, sur le produit pétrolier, il y a un prix de pétrole qui est important, mais on a des stocks stratégiques importants en Belgique, sans doute qu'on y reviendra également, parce qu'on a 90 jours de stocks stratégiques de la consommation belge de côté, mais le gaz, il y a un prix qui est en train d'augmenter, on a fait presque x2, on était entre 25-30 € du mégawattheure, on est aux alentours de 50 aujourd'hui, qui est comme une mesure avec ce qui s'est passé il y a 4 ans, mais là, avec un approvisionnement où l'Europe a pris des engagements de sortir du gaz russe à l'horizon 2027, 1er janvier 2027, et de l'autre côté, on dépend en LNG énormément aussi du Qatar et des États-Unis, et donc, évidemment, on avait une dépendance aux énergies fossiles de manière générale. En 2022, avec la guerre en Ukraine, avec l'invasion russe, eh bien, on dit on va sortir tout doucement de cette dépendance des produits fossiles russes, mais évidemment, on reporte cette dépendance sur d'autres parties du monde, et c'est notamment une de ces autres parties du monde qui, aujourd'hui, est en conflit, et donc on voit qu'en matière de GNL, donc de gaz naturel liquéfié, on est dans une situation qui se complique.
Mathieu Biet, alors parlons philosophiquement, parce que les choses évoluent, il y a des réunions, vous l'avez dit, on ajuste en permanence les scénarios. Est-ce que philosophiquement, c'est la fin du quoi qu'on en coûte, c'est-à-dire en gros, l'État n'est plus en mesure d'intervenir pour aider les ménages, les entreprises, ou bien malgré tout, il y a encore de la marge? Mais en tout cas, il y a une certitude, c'est qu'on ne peut pas, en tant qu'État, s'enrichir pendant la crise, ça c'est clair. Alors, il y a toujours la question des surprofits des grands opérateurs pétroliers. Je rappelle qu'on ne produit pas de pétrole en Belgique, on ne produit pas de gaz en Belgique, que ces entreprises ne font pas des profits directement sur le sol belge. Donc, cette situation, elle est compliquée à appréhender, mais il est clair qu'au niveau fiscal, par exemple, quand le prix de la matière première augmente, s'il y a de la TVA dessus, la recette augmente, c'est mathématique. Et donc, nous, évidemment, on défend toujours un principe selon lequel l'État n'a pas à s'enrichir de ce point de vue-là. Alors, de manière générale, en période de crise, l'État ne s'enrichit pas. Ça, il faut être très clair. Mais il faut avoir... De toute façon, la croissance sera impactée. Voilà. Mais il faut avoir une attention. Et c'est clair que sur les produits à la pompe, il y a ce principe du cliquet inversé, par exemple, qui est une réduction de la part fiscale sur le prix à la pompe. Mais il est clair que si, d'autre part, l'État a des recettes supplémentaires, il faut veiller à ce que ces recettes financent une diminution pour le consommateur à la pompe. Et ça, il faut être aussi très attentif. Ça sera votre ligne, en tout cas. Mais c'est la ligne que défend l'EMR, mais parce qu'il faut venir en soutien. Et 2,30 €, 2,40 € à la pompe, ce n'est pas soutenable. On a pris des mesures au tout début de la crise avec ce qu'on appelle le facteur CAF, désormais très célèbre, mais donc qui est une limitation du prix à la pompe, mais par une compression des marges des fournisseurs et des livreurs. Sauf que les fournisseurs et les livreurs, ils ne font pas tomber dans le populisme qu'on entend beaucoup. Et en période de crise, on entend toujours beaucoup de populisme. Mais on a comprimé les marges des livreurs et des fournisseurs, mais qui sont des fois des petits indépendants, des petites PME. C'est le petit pompiste du coin. Et il a participé à l'effort. Et nous pensons évidemment aujourd'hui que c'est à l'État de prendre sa part. On ne peut pas compresser les petits livreurs, les pompistes. On ne parle pas ici de British Petroleum ou de Total. Non, on parle des petits indépendants qui ont la pompe avec la petite supérette au coin de la rue et qui, eux, subissent aussi cette crise. Et donc, ils ont pris leur part, ils ont joué leur rôle et maintenant, il faut que d'autres acteurs prennent le relais. Alors, prenons un peu de distance. Vous l'avez dit, on a l'impression que l'histoire se répète différemment parce que c'est pas du tout la même chose que notamment quand il y a eu l'agression de l'Ukraine par la Russie, mais ici on est évidemment dans un endroit extrêmement sensible du point de vue énergétique, et chaque fois on dit voilà, l'Europe elle est de nouveau victime de cette dépendance. Et il y a des experts qui disent ce qu'il faut, c'est la preuve qu'il faut encore accélérer la transition. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce discours-là ? Mais de manière générale, chaque crise, on découvre qu'on a une dépendance. Il ne faut pas parler que du volet énergétique. Pendant le Covid, on s'est rendu compte qu'on n'avait plus de masques, qu'on n'avait pas certaines molécules actives. C'est pas pour rien qu'on parle de souveraineté aujourd'hui. On avait des vaccins et on a été reconnu aussi mondialement pour ça. Donc il ne faut pas toujours tout quitter. Mais clairement, on a une dépendance. Quand il y a eu au début de l'invasion russe en Ukraine, on s'est rendu compte que l'Ukraine était le grenier de l'Europe pour tout ce qui était blé. Donc on a des dépendances. Il faut retrouver de l'autonomie stratégique. Mais en matière d'énergie, et c'est ça qui aujourd'hui m'incombe en quelque sorte, c'est cette autonomie stratégique. Donc il faut relocaliser de la production énergétique en Europe. Moi, je ne vois jamais la Belgique comme une île. On est dans un pays qui est hyper interconnecté avec ses pays voisins, rien que du point de vue du gaz ou de l'électricité. Et donc, il faut travailler à de la relocalisation et à de la transition. Et de la transition, ça se fait notamment par la sortie des énergies fossiles progressivement. Je rappelle toujours un chiffre aussi, ça ne se fait pas comme ça. 60% de l'énergie finale consommée en Belgique, ce sont des énergies fossiles. Oui, votre président de parti a dit qu'il ne faut pas raconter des couillonnades, on n'en sortira pas du jour au lendemain. Alors, je suis papa depuis pas très longtemps et donc j'apprends à surveiller mon langage et donc je n'emploierai pas ces mots-là. Mais ça veut dire la même chose. Mais clairement, il faut arrêter de croire que du jour au lendemain, par un claquement de doigts, on va sortir. Mais il faut progressivement s'en désengager en relocalisant de la production d'énergie. Et on ne produit pas de gaz, pas de pétrole chez nous, je vous l'ai dit en début d'émission. Et donc, il faut produire de l'électricité. Ça prend du temps, en fait, ça. Mais il faut augmenter la part d'électricité dans notre mix énergétique, clairement. Et il faut surtout que cette électricité ne soit pas produite à base d'énergie fossile. Parce que ça, c'est la fable aussi qu'on nous a racontée pendant tout un moment. C'est qu'on allait pouvoir notamment se passer de nucléaire et le remplacer par du renouvelable. On compense du renouvelable notamment par des centrales à gaz et comme le surnom l'indique, elle produit de l'électricité à base de gaz et donc elle produit du CO2 d'une part, mais elle crée une dépendance. Donc on s'est rendu davantage dépendant de ce qu'on l'était auparavant et il faut relocaliser
de la production Mais d'électricité. donc le 100% renouvelable, vous n'y croyez pas encore? À court terme, là, maintenant, c'est impossible. On ne peut pas... 20% d'électricité dans notre mix énergétique, 60% au moins sont des énergies fossiles, et dans les 20% d'électricité, il y a de l'électricité produite à base de gaz. Et donc, on ne peut pas croire qu'on va remplacer tout ça du jour au lendemain. Mais il faut y travailler. Parce que sinon, on continue d'être dépendant. Et pour ça, il n'y a pas de solution magique. Il faudra de renouvelables, il faudra du nucléaire, il faudra investir massivement dans les réseaux pour les entreprises, mais aussi pour le transport et la distribution d'énergie vers les ménages et les plus petites entreprises. Il faut travailler à cela de manière... Et quels sont les obstacles? C'est surtout une question de moyens financiers? C'est quoi les principaux obstacles? Il y a plusieurs obstacles. Il y a des obstacles financiers, parce qu'il faut investir massivement, mais on le sait, quand on investit dans le réseau, c'est répercuté sur la facture des ménages et des entreprises, des consommateurs. Donc il faut manier ça avec prudence, mais il faut aussi avoir des unités de production, que ce soit de l'offshore, du nucléaire ou du renouvelable terrestre. Mais pour ça, il faut des permis aussi, il faut des interlocuteurs. Et donc, il y a plusieurs, c'est protéiforme. Est-ce qu'il ne faut pas en faire une question d'urgence nationale, avec des fast-track, avec des décisions beaucoup plus nettes? Vous allez me dire, c'est facile à dire. Hein, mais... Non, mais je pense que sur la fast-track, allez, moi je suis liégeois, il y a eu les inondations en région liégeoise qui ont fait des dommages terribles, mais pour la reconstruction, on a créé cette fast-track. On a permis aux gens d'avancer vite dans la reconstruction et aussi dans les reconstructions d'entreprises, la câblerie de Penn par exemple, et il faut utiliser ce mécanisme aujourd'hui pour avoir on parle beaucoup de la boucle du Hainaut, par exemple. C'est un dossier emblématique qui permet donc d'acheminer, pour faire court, l'énergie, notamment renouvelable, qui vient de l'éolien offshore, notamment. Exact. C'est très important. Or, ça prend du temps. Alors, c'est un dossier qui est symptomatique des problèmes de permitting, mais qui aussi, il faut toujours voir le côté positif des choses, rassemble le patronat et les syndicats, et rassemble deux écolos OMR. Allez, c'est quand même les deux côtés. Mais d'écolo OMR, on est d'accord sur l'absolue nécessité de ce bouclage terrestre pour notre réseau. Et donc, il faut clairement le réaliser. Mais les freins de permis, etc., et pour y revenir, il faut vraiment simplifier tout ça. Le gouvernement wallon, notamment, a mis dans ses derniers accords la réforme du permitting en disant, pour les infrastructures de production, de transport d'énergie, il faut faciliter les permis. C'est un bon premier pas, ça va dans le bon sens. Mais je crois qu'il faut même aller sur ces procédures ultra facilitées, comme pendant la reconstruction post-inondation, avoir vraiment des procédures simplifiées, parce qu'on en a besoin aujourd'hui comme de pain, de réseaux électriques, mais aussi de capacité de production. Et aujourd'hui, un des principaux mais aussi de batteries, d'éoliennes, enfin tout ça. Ah oui, mais il faudra. Alors les batteries, c'est comme le reste, c'est avec modération. Parce que les batteries, c'est des fois une partie du problème, mais c'est aussi une partie de la solution. Donc il faut manier ça avec prudence. Mais on en a besoin. On aura de toute façon besoin de toutes les bonnes énergies, sans mauvais jeu de mots. Et on est aujourd'hui dans l'ère du et. Avant, on opposait les capacités de production d'énergie décarbonée entre elles, le nucléaire, le renouvelable, je suis pour, je suis contre. Non, aujourd'hui, c'est et. Et ça, c'est vraiment un changement, je pense, votre nouveau surnom. De quoi ça? Et. Oui, voilà, j'en ai eu d'autres. Parce que quand vous êtes arrivé, on vous a surnommé Atomic Billet. Exactement, exactement. Parce que c'est vrai qu'un de vos premiers faits d'armes, pas le seul, mais ça a été il y a eu la sortie, l'abrogation de la loi de 2003 qui imposait la sortie du nucléaire. Il y a eu la prolongation des réacteurs. Donc, on a tout de suite dit, en fait, vous obtenez des choses dans ce domaine-là. On incarnait clairement un changement de paradigme, mais moi j'ai toujours dit on a besoin de toutes les sources d'énergie décarbonées. Et aujourd'hui, on s'en rend compte, on en a besoin, mais pas n'importe comment, et surtout pas de manière anarchique. Et puis il a fallu mettre pas mal d'ordre dans certains dossiers en matière d'énergie, mais on est tout doucement en train de voir le bout du tunnel. Mais c'est important aujourd'hui de vraiment mettre l'accent sur il faut localiser de la capacité de production. Et à nouveau, ceux qui racontent que ça va se faire comme ça, je rappelle que, par exemple, le dernier appel à projet de l'ancien, ça s'appelle un tender pour l'éolienne offshore, quand bien même il aurait été au bout, même si juridiquement il était archi contestable, il y aurait eu des années de construction pour ces parcs éoliens. Donc pensez aujourd'hui qu'on est dans cette situation parce qu'il n'y a pas les éoliennes en mer du Nord, la première zone de la zone Princesse Elisabeth, ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct, mais on en a besoin. Et donc, il faut aujourd'hui placer les jalons pour réussir cette transition énergétique. Et donc, ça passera notamment par de l'éolien offshore, mais ça passera aussi par du nucléaire, de nouvelles prolongations de capacité, mais aussi de la construction d'un nouveau parc nucléaire. Alors, dans votre emploi du temps bien chargé, est-ce que vous trouvez du temps pour discuter avec Engie? Parce que c'est une des clés, ça, quand même, pour la prolongation. C'est-à-dire la prolongation, donc, pour rappel, il y a 2 centrales qui ont été prolongées pour 10 ans. Exact. On pourrait les prolonger pour 20.
on pourra en prolonger d'autres aussi. C'est l'objet des discussions que nous menons actuellement, clairement. Et alors, on s'est fixé comme ligne de conduite de ne pas faire de commentaires. De notre côté, on ne fait pas de commentaires dans la presse. C'est constructif. Mais on voit qu'on est passé de c'est impensable à des déclarations notamment de la CEO d'Engie lors de son market update, Catherine McGregor, et qui a dit on pourrait étudier la possibilité de prolonger à nouveau les réacteurs. Donc c'est qu'on voit, on discute, mais toujours pour donner le maximum de chance, on ne fait pas de commentaires et on le voit, et c'est comme en politique. Quand on fait des commentaires dans la presse, c'est que les choses s'enlisent ou se passent mal. Quand on n'en fait pas, c'est qu'on a une volonté, c'est qu'on a une volonté d'avancer, et donc c'est ça qu'on met aujourd'hui sur la table, c'est d'avancer sur des nouvelles prolongations, mais aussi on avance parallèlement avec la mise en ordre de marche. Alors, la mise en ordre de marche de nouvelles capacités nucléaires. Et donc, on a ici défini la doctrine qui va être la nôtre pour... c'est l'Agence internationale de l'énergie atomique, donc l'AIEA, qui a une doctrine et que nous adoptons et par laquelle nous allons lancer le premier véhicule qui s'appellera NEPIO et qui va permettre notamment de mettre sur la table les différentes étapes, comment on va faire, la feuille de route pour construire des nouvelles capacités nucléaires. Ce véhicule, c'est quoi? C'est celui dans lequel on injecte déjà un peu d'argent aujourd'hui pour faire les études de faisabilité, exactement, pour déterminer quel sera ce nucléaire. Exactement, et dans quelle mesure. Et donc, en plus, ce véhicule, il se basera sur l'article 25 de la loi du 17 mai 2025. Ça ne vous dit rien, et ça ne dit rien à personne, c'est normal. Mais c'est la loi avec laquelle on a mis un terme au calendrier de sortie de la loi de 2003 et à l'interdiction. On a glissé ça, notamment en plus dedans. Donc, c'était évidemment... on avait réfléchi à ça, et on va actionner cela. Donc, on a eu des réunions avec l'AIEA, notamment à Vienne. On est allé à Vienne pour avoir des discussions parce que c'est là que le headquarter de l'AIEA. J'ai rencontré à nouveau M. Grossi, donc le directeur général, à Paris il y a une quinzaine de jours, et on continue de travailler avec eux en parallèle, parce qu'on ne va pas attendre d'avoir la prolongation pour commencer à se tracasser de savoir ce qu'on va faire après. Et ça veut dire qu'il faut mener ça de front. Parce qu'il y a différents types de nucléaire. On sait déjà vers quoi on s'oriente. Par exemple, sans doute des SMR ou type des petits réacteurs. J'ai lu dans une interview que vous avez donnée à la presse que c'était peut-être pas quelque chose qui prendrait autant de temps que certains le disent. Mais non, mais en plus, il faut ne rien exclure. Et à nouveau, c'est l'erreur qui a été commise pendant des années, c'était d'exclure. On aura besoin d'un mix énergétique diversifié, mais aussi au terme de capacité de production, il faut diversifier. Le SMR et la grande capacité ne répondent pas aux mêmes besoins. On les localise pas de la même manière. L'industrie pourra avoir... Les deux pourraient... Mais évidemment, et c'est ça qu'il faut envisager, ce sont les deux types de technologies. Et alors, à ne pas confondre avec... On a aussi un consortium qui s'appelle Eagles, et qui est au départ de notre centre d'expertise nucléaire belge, donc le SC Cassen. On a un accord avec des pays européens qui travaillent à neutrons rapides, refroidi au plomb, mais qui est de l'innovation. Et donc, on investit, on prolonge des capacités, accord Phoenix, on travaille à la prolongation de nouvelles capacités ou en allongeant la durée des prolongations, deuxième chapitre. Troisième chapitre, programme national nucléaire avec NEPIO, c'est comment est-ce qu'on va, dans quelle mesure est-ce qu'on va créer des nouvelles capacités nucléaires. Quatrième volet, c'est l'innovation. Tout ça est compatible. Doit continuer. Mais tout ça est compatible et un fil rouge en fait. Et c'est ça qui est important, c'est dire qu'il y a une vision et aussi dans laquelle évidemment, là on parle du nucléaire, mais il y a le renouvelable de lequel on a besoin parce que le gros avantage par exemple de l'éolien offshore, c'est qu'il n'y a pas de NIMBY. Parce que le problème de l'éolien onshore, c'est qu'il n'y a personne qui se plaint qu'on le mette dans son jardin. Ouais. Mer du Nord, et en plus, elles produisent plus, il y a plus de vent, donc c'est pas une mauvaise chose. Donc, il faut combiner les deux, parce qu'on doit augmenter la part d'électricité dans notre mix énergétique, mais surtout, la consommation d'énergie va augmenter. On le sait, en matière d'électricité, les trajectoires, c'est à l'horizon 2050, c'est x2. Les pompes à chaleur, les voitures électriques, l'industrie, enfin... L'industrie qui doit s'électrifier, parce qu'il faut aussi, il y a des ambitions qui sont là, qui sont fixées par l'Europe et qui obligent en quelque sorte à la décarbonation, et donc il faut électrifier son processus. Ça semble un peu vertigineux quand on voit tout ça. Mais c'est vertigineux, c'est très important, et c'est pour ça qu'il faut urgemment mettre ça sur la table. Ça fait un quart de siècle qu'on est comme ça en train de tergiverser. Je dis un quart de siècle, pas par hasard, c'est la loi de sortie du nucléaire. Ça fait un quart de siècle où, en fait, on a dit, on sort, mais on a mis ça au réfrigérateur, on sait pas trop. Oui, mais on n'a jamais défini de stratégie pour dire que va-t-on faire. Et c'est pour ça qu'il faut rattraper le retard
d'une part, mais le phénomène s'accélère en plus, c'est exponentiel et donc il faut vraiment aujourd'hui venir avec des moyens de production, une stratégie et vraiment pouvoir dire on va faire ça et ça. Par exemple en matière nucléaire, je vous l'ai défini avec les 4 blocs dont je parlais juste avant, il y a une cohérence et c'est ça qu'il faut maintenant mettre en œuvre parce que c'est urgent. Mais donc, on a mis la stratégie, on a levé des barrières juridiques, on a mis de l'ordre un peu dans la boutique, pour le dire de manière très claire, et on avance. Pour le timing, les SMR, j'ai bien lu, vous parliez de 7-8 ans, c'est possible? À partir du moment où c'est décidé, ouais. Ça peut aller vite. Et le problème, c'est qu'il y a du permitting derrière, il y a toutes ces choses-là. Et donc, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est savoir où, comment, avec qui, et surtout quoi. Et une fois qu'on a répondu à ces questions-là, on peut avancer. Le centre d'études de votre parti, le centre Jean Gaulle, avait organisé un grand colloque sur la souveraineté européenne. Est-ce que cet enjeu-là est majeur, la souveraineté? Vous l'avez dit entre les lignes dans tout ce que vous avez dit maintenant, mais ça veut dire qu'il faut qu'on travaille à ça urgemment. Mais l'autonomie stratégique et la souveraineté, c'est pas un vœu pieux. Georges Louis, qui est le président du centre d'études aussi, en plus d'être président du parti, met ça au centre de la table. Sophie Wilmès a fait sa campagne européenne sur le principe de l'autonomie stratégique. Vous avez donné une interview à deux, d'ailleurs. On a donné d'ailleurs une interview à deux, mais pour montrer aussi la cohérence du parti à tous les étages. Parce qu'il n'y a rien de pire que de tenir un double discours. Aujourd'hui, les gens n'en peuvent plus de ce double discours. Et donc, on est cohérent à l'Europe, on est cohérent en Belgique, et on est cohérent au fédéral, on est cohérent au régional. On a un corpus idéologique, mais aussi on a une stratégie on doit implémenter, et c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Et l'autonomie stratégique, ça ne concerne pas que la Belgique. C'est un enjeu européen. On voit qu'il y a des pays qui s'en mordent les doigts d'être sortis du nucléaire aussi, comme nous. Mais on voit aussi ce que j'appelle... Il y en a qui ne changent pas d'avis. L'Allemagne ne change pas d'avis. Ça dépend à qui on parle. Parce qu'on voit que ce soit le chancelier, que ce soit Katharina Reich, qui est la ministre de l'Industrie et de l'Énergie, elle a eu des déclarations aussi. Alors on voit projeter à l'écran Ursula von der Leyen qui a dit à l'occasion du sommet pour l'énergie nucléaire à Paris, organisé par le président de la République, que la sortie du nucléaire est une erreur stratégique. Nous sommes trompés, oui. Nous sommes trompés. Et donc, il y a une prise de conscience, mais il y a aussi, moi, ce que je disais, c'est les nouveaux entrants. Par exemple, le Danemark dit, pour les SMR, il faudrait qu'on commence à réfléchir. Ils n'ont jamais eu de nucléaire. Les pays scandinaves, comme la Finlande, la Suède, sont aussi dedans. On voit l'Italie qui a un moratoire anti-nucléaire, mais est en train de revenir dans l'alliance du nucléaire. C'est un peu le club des pays européens pro-nucléaire. Eh bien, on voit que l'Italie est arrivée, alors qu'elle avait un moratoire. La Katharina Reich, elle est observatrice. Donc c'est la version intermédiaire entre ne pas être dedans et être full member, c'est observatrice, mais on voit que l'Allemagne nous rejoint. Et il y a toute une série de pays comme ça qui sont en train de rejoindre, parce qu'en fait la prise de conscience, elle est réelle. On va avoir besoin de beaucoup d'électricité et beaucoup d'électricité décarbonée. Un des moyens pour l'atteindre, c'est le nucléaire. Est-ce que ça passe aussi par une union énergétique européenne, c'est-à-dire quelque part des capacités de produire, mais aussi des capacités d'acheter, peut-être des fixations de prix, tout ça au niveau européen. Est-ce qu'on devrait accélérer ce mouvement-là aussi? C'est indispensable. C'est indispensable, c'est une des discussions qu'on a eues au Conseil européen il y a 15 jours, c'est vraiment cette union de l'énergie. Mais cette union de l'énergie, ça implique d'avoir une cohérence en matière de réseau, d'avoir une cohérence aussi en matière de capacité de production, avoir une cohérence de manière générale sur tous les aspects de l'énergie. Les aspects de l'énergie, c'est pas juste dire j'aime le nucléaire, j'aime pas le nucléaire, c'est en matière d'interconnexion. Et on l'a vu avec le blackout en Espagne, enfin péninsule ibérique de manière générale. Il y a eu un blackout parce qu'il y a eu aussi un problème d'interconnexion. Comme il y a eu des fluctuations sur le réseau, sans être trop technique, il y a eu un phénomène d'ondulation. Eh bien, l'interconnexion avec la France s'est mise en sécurité et s'est arrêtée. Et quand on est en bout de course, c'est le plus compliqué. C'est le pire. En fait, c'est comme ça. Vous voyez avec ma main, quand il y a un problème de fréquence sur le réseau, on voit que c'est à l'extrémité que ça tremble le plus, enfin que ça ondule le plus. Et c'est ça qui se passe. Et donc, on a besoin d'interconnexion, on a besoin de renforcer cette intégration du réseau européen. Mais le problème aujourd'hui, c'est que ça se fait au bénéfice de certains et au détriment de d'autres. Et c'est ça qu'il faut trouver l'équilibre. L'Europe a mis sur la table un grids package, donc un paquet réseau, et il faut trouver davantage d'équilibre pour que les pays en bout de chaîne ne soient pas sanctionnés, mais surtout que les bons élèves ne servent pas de vache à lait aux mauvais élèves. Et ça, par exemple, la ministre suédoise de l'énergie s'est plainte vraiment très très fortement en disant nous, on est bons élèves en quelque sorte, et on n'en retire aucun bénéfice. En fait, on va alimenter les autres. Mais il faut que chacun y trouve son compte. Et donc, la Commission travaille à corriger ce paquet réseau pour que justement on puisse intégrer davantage encore ce paquet réseau. Ça peut se discuter dans l'urgence, enfin, je veux dire, malgré
le chaos actuel, géopolitique s'entend, on parvient malgré tout à se dire, OK, on doit travaille. Ben oui, parce que les crises permettent toujours aussi une prise de conscience. Et ça, je pense que c'est fondamental, c'est qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui que l'électricité est un vecteur hyper important pour notre continent, pour notre autonomie stratégique, parce qu'on produit pas ou peu de pétrole ou de gaz. Et donc, pour ne pas être dépendant, on doit renforcer nos productions d'électricité et c'est à ça qu'on doit travailler, tout en sortant à nouveau, je vous le dis, de cette hypocrisie ambiante du « oui, le nucléaire, c'est pas bien, mais finalement, est-ce que c'est pas bien un peu ?» Il suffit de regarder, la Belgique sortait du nucléaire, elle sort plus du nucléaire, elle sortait du nucléaire, mais elle allait dépendre d'importation de la France. La France qui produit son électricité à base de nucléaire. Donc nous, on ne veut pas de nucléaire, mais on veut bien bénéficier du nucléaire du pays voisin. Tout ça est une hypocrisie de laquelle il fallait sortir, et je pense qu'il y a une prise de conscience. Et Chris, c'est une opportunité pour vous aussi. Vous êtes ministre de l'énergie avec des choix importants, mais aussi des choix qui prennent du temps, alors qu'on n'a pas de temps. Et il y a eu un moment, certains ont dit, Mathieu Bié, il travaille bien, mais bon, accélère, gamin. Est-ce que c'est une pression que vous ressentez ? Est-ce qu'effectivement, ces moments-ci sont là pour dire, voilà, OK, les gars, poussez-moi dans le dos, quoi. Mais il y a deux choses. Je pense que tout d'abord, l'énergie, elle s'inscrit sur le temps long. Et évidemment, c'est toujours difficilement compatible, d'une part, avec des crises politiques, mais aussi avec la politique de manière générale, avec les crises énergétiques. La politique, c'est le tweet, c'est le temps court. Tout, c'est un peu cette démagogie aussi de la réponse un peu simpliste. L'énergie, c'est le temps long, mais aussi des périodes de crise comme ça permet de lever certains blocages. En disant, vous voyez, il est peut-être temps d'arrêter de tergiverser, il faut avancer. Et donc, c'est une parole qui peut paraître un peu creuse, mais dans toute crise, il y a des opportunités. Et donc, aujourd'hui, on doit saisir cette crise comme une opportunité d'accélérer notre transition, de lever des barrières et des fois des tabous pour avancer. Mais c'est clair que l'énergie, elle est incompatible avec le temps court quand on parle, par exemple, de nouvelles capacités de production. On ne fait pas ça comme ça ne se tire pas comme ça. Une ligne, je ne vais pas aller avec mon rouleau de câble, tirer moi-même la ligne, ce n'est pas possible. Et donc, il faut avoir des fois la tête froide. Et malheureusement, des fois en politique, c'est ce qui manque. Quel est le message que vous avez envie de faire passer aux consommateurs, aux gens qui soient d'ailleurs des particuliers ou des entreprises ? C'est le moment aussi d'accélérer sur l'électrification, vous aussi, c'est-à-dire si vous avez l'occasion, si vous obtenez des prêts, si les matériaux sont disponibles, allez-y. Mais il y a toujours une difficulté, c'est que on ne peut pas donner des conseils conso, aller dire, changer de contrat. Moi, j'essaie d'éviter de rentrer dans ce genre de débat, mais c'est clair qu'à terme, je dis bien à terme, il y a une transition qui doit se faire. Mais des fois, il faut aussi garder la tête froide aussi, comme consommateur particulier, en disant, mais attention, ce n'est pas parce que moi, j'ai une toute nouvelle chaudière à mazout à la maison que je dois la changer alors qu'elle est beaucoup plus efficace qu'une ancienne de chez son voisin, par exemple. Donc, il faut toujours avoir beaucoup de sérénité par rapport à ça. Mais évidemment, l'isolation est une solution, l'électrification de comportement est une solution, l'autoconsommation est une solution aussi. Donc, il n'y a pas de solution miracle. Je pense que c'est plein de petites choses. Mais voilà, à terme, on le sait. Et c'est ça dans cette direction dans laquelle on s'engage. Il faut avoir une électrification des comportements. Mais il faut être très clair aussi. Le tout à l'électrique aujourd'hui n'est pas possible. Oui, parce que les réseaux ne supporteraient pas tout. Et puis même, on n'a pas suffisamment d'électricité qui est produite en Belgique ou même en Europe pour le tout à l'électrique. Et donc, il faut être raisonnable, il faut faire ça pas à pas, et il faut accompagner évidemment le consommateur, il faut accompagner les industries aussi dans cette nécessaire transition, mais sans tout casser. Parce qu'il y a des choses qui vont tout casser, qui vont casser le tissu industriel, qui vont casser la consommation intérieure du pays, et il faut être très vigilant à ça. Par exemple, certains qui disent finalement que des prix soient plus hauts, ça permet de changer les comportements. C'est un peu trop court, quoi. C'est un peu court, c'est un peu démago, et surtout c'est faire fi des situations des fois individuelles des consommateurs. Moi, je prends l'exemple d'une personne qui prend sa propre voiture pour aller travailler, des fois à temps partiel, et qui n'a pas d'autre solution que de prendre sa voiture, et qui n'a pas d'autre solution que de travailler à temps partiel, et à qui on va dire c'est pas grave, t'as qu'à consommer moins. Je pense que c'est pas ça, c'est pas un discours moralisateur et réducteur comme ça, et toujours, je pense, un peu désuet, c'est un peu une vue d'esprit un peu à courte vue, mais aujourd'hui, il faut clairement avoir des solutions. C'est pour ça que le maire a fait une série de propositions dans ce sens, parce qu'il faut aussi accompagner les gens qui travaillent dans cette nécessaire transition, pour ne pas qu'ils soient sanctionnés par cette transition, et ça, c'est important. Et par les aléas géopolitiques du moment. Voilà, et dont on n'est pas responsable, mais dont on subit souvent de plein fouet les conséquences, mais on les subit pourquoi ? Parce qu'on est dans des situations de dépendance. Alors,
vous êtes un ministre de l'énergie, donc ça demande du temps. Ça veut dire quoi ? Je calculais si les SMR, c'est 7-8 ans, ça vous fait 2 mandats, ça. Ça veut dire que ça vous plairait bien ? Oh, on n'y est pas. On n'y est pas. Moi, je pense qu'il faut placer aujourd'hui les jalons et les bases d'une nouvelle politique énergétique dont le pays a une carence depuis 25 ans. C'est-à-dire qu'on a... Et avec une continuité qui soit possible. Oui, mais à l'époque, on s'est dit, on sort du nucléaire. Whatever. Finalement, peu importe ce qu'ils ont décidé à l'époque, mais ils n'ont jamais mis en place ce qu'il fallait pour vraiment changer de politique énergétique. Les seules décisions fédérales qui ont été prises depuis la sortie du nucléaire en 2003, c'est des prolongations de capacité dont on avait pourtant dit qu'on allait en sortir. C'est prolongation de Tihange 1, prolongation Doel 1, Doel 2, maintenant Doel 4, Tihange 3. C'est les seules décisions qui ont été prises en politique nationale, fédérale énergétique. Il y a eu l'éolien offshore quand même. En complément, et c'est ça la difficulté. Mais donc, c'est clair que l'énergie s'inscrit dans le temps long et qu'aujourd'hui, il faut placer les jalons d'une nouvelle politique énergétique. D'accord, donc on se reverra. Bon, à mon avis, on se reverra avant ça, mais qu'en fin de mandature, sans doute qu'on se reverra pour parler de la prochaine, peut-être avec vous, mais en attendant, on va affronter les chocs qui sont devant nous. Exactement. Merci à tous d'avoir suivi ce Trendstalk. On aurait pu parler encore une demi-heure, à mon avis, tant la situation est évidemment importante et intense. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. C'est tout pour aujourd'hui. Vous vous intéressez aussi à l'actualité boursière et au conseil des investisseurs. Alors retrouvez-nous également sur le canal Trends Bourse. À très bientôt, ici sur Trends Tendance et sur Trends Bourse.